On commence par quoi? Vous avez toutes les réponses. Comprenez ce qui déclenche vos souvenirs. Vous êtes qui? Pourquoi vous me faites ça? Pourquoi vous me faites ça? Trop tard, ils sont là. Bonjour à tous, c'est Simon et je suis avec vous pour parler d'Oxygène d'Alexandre Aja avec Mélanie Laurent, qui est un film qui vient de sortir sur Netflix et qui est un film qui nous a fait plaisir. On est d'autant plus content de vous en parler que vous êtes assez nombreux à venir nous dire, à venir vous plaindre que vous avez le sentiment souvent, et c'est pas tout à fait faux, que Netflix, pour garnir son catalogue, achète ou produit énormément de films très vite avec des résultats qu'on va qualifier d'inégaux. Et bien là, pour le coup, nous on a plutôt pris notre pied, on a pris énormément de plaisir, on avait donc envie de le partager avec vous et de vous expliquer un peu ce qui nous semble si réussi dans Oxygène. Tout d'abord, de quoi ça parle? Et comme préalable, sachez qu'on ne fera pas de spoiler dans cette critique parce que tout simplement, c'est très important de ne pas déflorer les différents nœuds, les différents rebondissements de l'intrigue. Bref, il est donc question ici d'une femme qui s'éveille dans un caisson à oxygène, qui se réveille, qui ne sait plus qui elle est, pourquoi elle est là. La seule chose qu'elle apprend grâce à l'interface médicale, grâce à l'intelligence artificielle du caisson, c'est qu'elle n'a plus beaucoup d'oxygène, donc elle va devoir trouver, avec les moyens du bord, et Dieu sait qu'elle n'en a pas beaucoup, un moyen de s'en sortir, de survivre et surtout de sortir de ce fichu caisson. C'est donc un huis clos, un film à concept, parce que là on va dire dans l'essence du huis clos, on est enfermé avec un seul personnage. Alors on en a déjà vu des films comme ça, moi je pense notamment à Buried ou à Locke récemment, qui sont des films on va dire centrés sur un espace. Dans Buried c'est un cercueil, dans Locke c'est l'intérieur d'une bagnole, mais en réalité il y a un certain nombre de longs métrages qui se focalisent sur un seul personnage, donc c'est pas le tout premier à faire ça, néanmoins on en trouve très peu, c'est un pari assez audacieux parce que narrativement, et puis en termes de technique, de mise en scène, de narration, il faut réussir à tenir ça, le fait de se focaliser sur un seul protagoniste. Eh bien, ce film, il faut savoir qu'on le doit à une scénariste qui s'appelle Christy Leblanc. C'est son premier scénario de long métrage. Et contrairement à ce que vous pourriez croire sur le papier, vous savez, en voyant genre, tiens, une petite prod Netflix réalisée par Alexandre Aja, avec Mélanie Laurent, un personnage tout seul, un film à concept, eh ben, vous auriez pu vous dire, et nous, sur le coup, on l'a cru un petit peu, tiens, voilà une prod qui a été faite pendant la crise sanitaire parce que c'était assez facile à tourner, assez rapide à faire. C'est plus compliqué que ça. Le scénario, il date de 2016. 2016, et il est arrivé sur ce que les Américains appellent communément la blacklist, la liste noire, en fait, qui a une collection, un listing assez classieux, en fait, sur lequel dans lequel on place les scénarios, on va dire, qui ont été très valorisés, qui sont considérés au sein de l'industrie hollywoodienne comme très prometteurs, mais qui n'ont pas encore été produits. Soit parce que ils sont trop complexes à mettre en œuvre, trop audacieux, trop ambitieux, politiquement risqués, ou tout simplement parce que c'est pas le moment. Eh bien, donc depuis 2016, le film était sur la blacklist, c'est finalement Alexandre Aja qui comptait le produire initialement, qui a jeté son dévolu dessus, et puis le film a connu quelques transformations, le projet a un peu muté pour devenir un film un peu plus français, qui a été donc réalisé entre les deux confinements en France avec Mélanie Laurent. Et Alexandre Aja, qui sait? Parce que c'est en grande partie grâce à lui, pas seulement, mais en grande partie grâce à lui, que le film est aussi réussi. C'est un metteur en scène français, metteur en scène de genre, on n'en a pas des masses et on en a encore moins qui réussissent avec autant d'éclat que lui. Rappelons donc un petit peu qui il est. Il a été révélé vraiment de manière importante aux amateurs de frissons avec son deuxième long métrage, qui s'intitule Haute Tension, et puis ensuite il nous a offert quand même quelques grosses pépites comme La Colline à des yeux, quelques plaisirs pas du tout coupables comme Piranha 3D, et récemment son dernier long c'était Crawl, un film là aussi pas loin du film à concept parce qu'on pourrait dire que c'est un film de siège avec des crocodiles qui nous avait beaucoup séduit, qui était une espèce de série B surgonflée qu'on avait pas mal apprécié. Et donc on le retrouve à nouveau dans un délire proche du concept, et c'est pas évident quand même à bien y regarder parce que quand on a un film comme ça qui est centré sur une idée très forte, encore une fois ce que les anglo-saxons appellent le high concept, il y a plusieurs risques. Tout d'abord, le risque c'est de se faire un peu écraser par sa propre idée. Vous voyez, ouais, j'ai un caisson à oxygène, un seul personnage qui doit s'en sortir, et je dois tenir 1h30. Le risque du concept, c'est toujours, justement, d'oublier son ou ses personnages, ou de sacrifier l'investissement émotionnel, on va dire, aux mécaniques de scénario. Or, même si vous avez des mécaniques brillantes, si vous n'avez pas de lien, si vous n'avez pas d'empathie pour le ou les personnages, un film ça ne marche jamais. Sans compter que quand vous voulez faire du high concept, forcément votre spectateur va se concentrer à mort sur ce qui se passe parce qu'il a envie de jouer. C'est un concept très ludique. On a envie de se dire tiens mais alors attends, dans quel sens ça va se passer, qu'est-ce que je vais découvrir. Donc vous prenez le risque, surtout à notre époque où beaucoup de spectateurs ont mangé beaucoup de films, sont donc des spectateurs avertis, vous prenez le risque que votre spectateur vous devance. Or il n'y a rien de plus décevant quand vous regardez un long métrage que de réaliser que vous avez tout grillé avant lui. En gros que le film vous a pris pour moins malin que vous n'étiez.
une grande satisfaction, c'est que ça n'arrive pas dans le film, ou très peu, tout simplement parce que c'est un film qui va pas hésiter, je dirais, quasiment à changer de genre, qui va passer aussi bien du pur film de tension, du pur suspense, à la science-fiction, à vraiment quasiment, j'ai envie de dire, un jeu de pistes sur comment faire et comment tirer parti de ce lieu exigu, mais qui va aussi poser des questions sur ce qu'est son personnage principal, sur ce qu'il cherche vraiment, sur ce qu'il veut faire. Et ça, c'est plutôt très agréable parce que, toujours, encore une fois, quand vous êtes dans le huis clos et dans l'enfermement, vous avez deux options. Soit vous allez, on va dire, casser un peu la rythmique et les codes classiques du cinéma, ou plutôt contemporain d'un cinéma hollywoodien qui va assez vite, et vous allez créer de longues plages, potentiellement un peu contemplatives, pour générer une autre dynamique chez le spectateur. Alors c'est pas ce que fait Alexandre Aja. Au contraire, Alexandre Aja, il nous dit, en substance, eh ben moi, même avec un seul personnage enfermé dans une boîte de 2 mètres carrés, je vais réussir à y aller à fond les ballons, à vous faire des retournements, à vous faire des twists, et à vous faire un récit très nerveux, très enlevé. Et ben, c'est très agréable de voir qu'il y parvient. Et il y parvient notamment parce que Aja, et on l'a déjà vu, c'est quelqu'un qui pense toujours sa mise en scène, non pas en termes de figure de style ou en termes de signature, pas quelqu'un qui est là pour dire genre, vous avez vu, ça c'est un film d'Aja, je fais toujours ce plan-là, je fais toujours cet effet-là. Non, il essaye toujours de mettre son découpage et son montage, son style, au diapason de l'histoire qu'il raconte. Et là, ce qui est très très plaisant, moi je trouve qu'il arrive à générer un équilibre très intéressant entre, on va dire, les limitations évidentes de son décor, parce que quand vous êtes avec un personnage qui est quasi immobile, enfermé dans un cercueil de plastique, c'est sûr que vous allez difficilement pouvoir avoir des travelling à 380 degrés, précipiter la caméra dans tous les sens, bref, vous êtes contraint. Et à la fois, il arrive à épouser cette contrainte en ayant un découpage, un montage à certains moments qui est très rigoureux, très anxiogène, autant il arrive aussi à jouer avec l'espace, à faire de micro-mouvements, à remettre en perspective les choses, de manière toujours, encore une fois, à ce que le lieu, à ce que la géographie soit un espace où notre cerveau s'amuse et joue. Et ça, c'est passionnant. Donc vraiment, ça fait que le film fonctionne très très bien. Je trouve qu'il y a des moments de tension qui sont excellents, véritablement, parce que justement, on va jouer sur des types d'angoisse très différentes. Il y a ce compte à rebours qui est constitué par l'oxygène qui descend petit à petit. Il y a le fait que le caisson étant un caisson de matériel médical est potentiellement hostile parce qu'il y a plein de façons de vous soigner. Elles ne vous satisfont pas toujours. Il y a également, tout simplement, le fait qu'on a, on va dire, un faux personnage ou un personnage en creux. Bien sûr, on a Mélanie Laurent d'un côté, et puis on a Milo, l'intelligence artificielle avec laquelle elle interagit pour essayer d'avoir des informations sur sa situation, sur ce qui se passe. Cette intelligence artificielle, elle est interprétée par Mathieu Amalric. Mathieu Amalric, vous l'avez déjà vu, il a notamment fait, pour ceux qui ne seraient pas branchés cinéma français, vous avez tort, un méchant dans James Bond qui était assez truculent. Bien, Mathieu Amalric, il est notamment connu pour avoir une voix, un timbre, une diction assez particulier, assez singulier. Et ça marche très bien. Parce que justement, quand vous avez uniquement 2 personnages, a fortiori 2 personnages enfermés, 2 voix, un des trucs sur lesquels vous allez vous reposer, c'est précisément ça, la voix, la manière dont elles interagissent l'une avec l'autre. Et vraiment, Amalric est absolument parfait là-dedans, mais surtout Mélanie Laurent également. Parce que, vous n'êtes pas sans le savoir, s'il y a bien une... En gros, dès qu'une comédienne française commence à avoir un peu de succès, elle se tape une cohorte d'antifans toxiques terribles, et Mélanie Laurent n'a pas échappé à des années de critiques extrêmement acerbes, extrêmement violentes, souvent, parfois complètement déplacées. Or, et c'est le cas de toutes les autres comédiennes françaises, vous pouvez chercher de Marion Cotillard, enfin, tout un moment elles y ont eu droit. Mélanie Laurent, il faut quand même le rappeler, c'est aussi une excellente comédienne. En plus d'être aussi productrice et réalisatrice, au passage. Elle est très bonne dans le film. Elle est très bonne, or elle doit jouer avec, on va dire, une gamme d'émotions qui sont très variées, qui sont en général assez extrêmes. On va dire, elle fait, du yo-yo, des ascenseurs émotionnels qui sont quand même pas évidents du tout à tenir. Elle le fait bien, et elle le fait avec un matos, que vous soyez génial, bon, moyen, mauvais, peu importe, quand vous jouez avec quelqu'un d'autre, il y a une matière humaine, il y a un ping-pong qui se met en place. Là, ce ping-pong est quand même très éthéré, très virtuel, parce que même si, comme l'a révélé en interview Alexandre Aja, ils ont d'abord enregistré les voix de Mathieu Amalric pour pouvoir lui donner du répondant sur le plateau, et qu'à certains moments, il y avait quelqu'un pour interpréter l'intelligence artificielle à ses côtés, pour qu'elle ne joue pas, si j'ose dire, dans le vide complètement, néanmoins, ça reste un exercice complexe, des dialogues, c'est une sorte de dialogue désaccordé. Et vraiment, elle s'en tire, je trouve, remarquablement. Et là où elle s'en tire très bien, si vous voulez, c'est que le film, à plusieurs moments, va faire de grandes bascules, presque on pourrait dire de grandes bascules thématiques. Notamment, moi, je pense à 2 idées que je trouve assez formidables, où littéralement, on va dire, la physicalité de l'endroit va être bouleversée d'un coup. Un autre où
ce qui est une image pour nous assez neutre depuis le début, à savoir l'écran, le hublot d'interface avec lequel elle interagit avec donc, cette intelligence artificielle, avec Milo, va tout d'un coup changer de nature, changer de sens et être transformée visuellement. Et dans ces moments-là, on voit combien elle est à l'aise, combien elle a une souplesse dans son jeu qui est remarquable. Et vraiment, moi je tenais vraiment à le dire parce qu'elle est excellente dans le film, elle est pour beaucoup dans sa réussite. Donc voilà, tout ça nous donne un film qui est ce qu'on appelle communément un film popcorn, une série B, un film qui a, on va dire, peu d'ingrédients à sa disposition, mais qui donc va essayer de les accorder au mieux, de les jouer le plus intelligemment, le plus, j'aime pas le mot, mais là c'est assez approprié, le plus efficacement possible, toujours en se disant comment décupler mon impact sur le spectateur. Donc oui, Oxygène, c'est un grand moment de plaisir, nous on a plutôt pris notre pied. Après, soyons bien aussi conscients de quoi on parle. Quand je vous dis qu'on parle de film concept, de film, oui c'est ça, de film concept, c'est par définition un film, on va dire, qui se pense un peu comme un fusil avec une seule balle, c'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément de grand plaisir de revisionnage. Il ne vise pas autre chose que votre divertissement, votre satisfaction immédiate, mais il le fait avec beaucoup de simplicité, beaucoup d'intelligence et beaucoup d'humilité. Et c'est quand même une des fonctions premières du cinéma. Et je trouve que oui, voilà, encore une fois, je le redis, la simplicité avec laquelle le film traite son sujet, la sincérité avec laquelle il l'embrasse complètement, c'est vraiment très 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 plaisant. Et voilà, on peut tout simplement se féliciter encore une fois d'avoir un metteur en scène comme Alexandre Aja qui a un plaisir profond et évident et un premier degré réjouissant dans sa manière d'aborder le cinéma de genre. Il n'est pas là pour faire semblant de toucher la science-fiction, l'horreur, le suspense avec un bâton. Il n'est pas là pour dire « Ouais, mais vous comprenez, je veux nécessairement vous amener vers une réflexion politique. » Pas du tout. Non, il est là pour nous raconter une histoire, pour nous la raconter bien, et c'est exactement ce qu'il fait. Voilà, on vous recommande vivement Oxygène. Si vous voulez en savoir plus, il y a la critique écrite, détaillée qui est en ligne sur le site, elle est en description de cet article. Si vous avez envie de nous soutenir, toujours pareil, allez sur le site d'Écran Large et devenez membre premium. Vous recevrez moult amour et articles exclusifs rien que pour vous. Et puis à côté de ça, vous pouvez toujours vous abonner à cette chaîne, taper sur la cloche pour ne louper aucune de nos vidéos, la liker, la commenter, nous dire tout le bien que vous en avez pensé ou tout le mal. On vous censurera méchamment et cruellement parce qu'on est comme ça, on est critique de cinéma, on est méchant, mais on vous embrasse quand même et on pense à vous.